Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un voyage lointain et insolite. Lointain parce qu'il s'agit d'aller vers le Japon, un pays singulier, déroutant, déstabilisant pour qui a la chance d'y aller ou pour qui a la chance de lire des auteurs venus de ce pays. Insolite parce qu'il s'agit de 3 auteurs, japonais certes, mais qui tous écrivent en français. C'est une provocation, c'est une gageure, ressentie en tous les cas comme telle par leurs congénères, parce que c'est un peuple insulaire, comme vous le savez, mais aussi très nationaliste, avec une seule langue et avec une littérature qui est très ancienne. L'une vit au Québec, Aki Shimazaki, la seconde, Ryoko Sekiguchi, vit à Paris, et le troisième, Akira Mizubayashi, est plus provocateur encore, puisqu'il écrit en français, mais à partir du Japon, à Tokyo, où il vit. Peut-être plus que la découverte d'un livre ou de 3 livres, c'est un univers de création à travers ces 3 auteurs que j'ai envie de vous proposer. La première, donc, Aki Shimazaki, est née au Japon en 1954. Elle a quitté ce pays en 1981. Elle est partie au Canada anglais, à Vancouver, avant de regagner Montréal en 1991. C'est à partir de ce moment qu'elle décide d'écrire en français, et elle a pour modèle un auteur qui a aussi changé de langue. C'est la romancière d'origine hongroise, Agota Christoph, qui elle aussi est une auteure francophone après avoir écrit en hongrois. Les livres d'Aki Shimazaki sont publiés à la fois au Québec par les éditions Le Méac et conjointement en France par les éditions Actes Sud. Et c'est une auteure qui existe dans l'une et l'autre des sphères littéraires de ces 2 pays. Chez Aki Shimazaki, tout est minimaliste. Ses romans sont très courts, ils constituent des séries, souvent des pentalogies. Je vous donne les titres de ces séries: Le poids des secrets, Au cœur du Yamato, le Yamato étant l'ancien Japon, pour faire rapide, L'ombre du chardon. Il y a des personnages qui passent d'un roman à l'autre, qui se succèdent dans les séries. C'est écrit en phrases très courtes, des phrases incisives. C'est une écriture qui suggère beaucoup plus qu'elle n'explique. L'univers est intimiste, il est propice à la confidence, on est autour du souvenir, autour du passé, des secrets, des non-dits, des interdits. Il y a souvent une rencontre fortuite qui amène à la révélation et à un passé qui ressurgit. Les titres de ces romans sont tous des titres japonais. Je vous en donne quelques-uns. Ils ont tous trait à la botanique, à un prénom ou à la faune du pays. Tombo, T-O-N-B-O, libellule. Suicène, narcisse. Tsukushi, la tige de la prêle, la plante. Ozuki, la physalis, c'est-à-dire la lanterne japonaise. Amaguri, la palourde japonaise. Et Azami, le chardon. Je vais vous donner aussi quelques exemples des thématiques abordées par Shimazaki dans ses courts romans. Dans Tombo, donc libellule, Nobu, le personnage central, dirige une école, ce qu'on appelle au Japon un juku. Il reçoit la visite d'un homme qui va lui révéler le passé de son père, un passé qui n'est pas tout à fait celui qu'il pensait connaître. Cet homme avait été calomnié et s'est suicidé à la suite de ça, laissant son fils orphelin. C'est à la découverte de ce passé que le personnage va aller, mais nous aussi en tant que lecteurs. Ozuki, physalis, la cerise de terre, la grosse cerise orange dans sa corolle, fruit que nous connaissons. C'est l'histoire d'une libraire d'occasion. Elle vend des livres de philosophie. Elle a un fils métis qui est sourd-muet et elle a un jour la visite d'une cliente qui vient avec sa petite fille. Et les 2 enfants vont sympathiser. Et suite à cette visite, la cliente va proposer de poursuivre les rencontres. Et évidemment, à cette occasion, un secret douloureux va surgir. Azami, c'est le chardon. Cette fois, c'est l'histoire de Mitsuo. Mitsuo a 30 ans, il a 2 enfants et il n'a plus de relations sexuelles avec son épouse. Il préfère la fréquentation des boîtes et des prostituées. Et c'est dans une de ces boîtes qu'il va rencontrer un de ses copains d'école, et ces 2 hommes, qui ont été amis pendant l'enfance, vont à leur tour rencontrer une autre amie qui, elle, est devenue entraîneuse dans cette boîte.
Suisen, le Narcisse, là c'est l'histoire d'un président d'une grosse société japonaise, il est marié, il a 2 enfants, il est très sûr de lui, très sûr de ses charmes, très sûr de son pouvoir, de son argent, mais Narcisse va se noyer. Yamabuki, c'est donc le livre dont nous allons parler un peu plus longuement et dont vous allez entendre un extrait. Yamabuki, c'est la corette du Japon, une fleur jaune et une fleur qui n'a pas de fruits. 5e volume de la série Au cœur du Yamato, donc au cœur de ce Japon profond. On retrouve des personnages déjà vus, déjà lus dans les précédents volumes. Là, c'est l'histoire d'un couple, 56 ans de mariage tous deux. On va suivre leur quotidien, une vieillesse plutôt paisible, plutôt heureuse, évidemment peuplée de souvenirs qui sont distillés au fil des pages, de disparitions évidemment, car leurs amis, leurs proches, leurs parents ont pour une part disparu. Et c'est elle qui raconte. Elle raconte tout d'abord son premier mariage, un mariage raté, et la rencontre, c'est le passage que vous allez entendre tout à l'heure, c'est une rencontre qui se passe dans un train, il n'y a quasiment pas de mots, mais c'est un véritable coup de foudre, et s'en suivront 56 ans de mariage. Ça se passe en 1948, la date est importante. Comme souvent les dates chez Shimazaki, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est vaincu et c'est un pays à reconstruire. Et tous deux ont participé à la reconstruction de ce Japon, de leur pays. Lui, il est plutôt taiseux, c'est pas un homme de parole, mais en revanche, c'est un homme solide sur lequel on peut compter. Sa femme compte sur lui, mais sa famille a précédemment compté sur lui, lorsque, à la mort de son père, c'est lui qui a en quelque sorte pris les rênes de cette famille. Et le couple est très uni, mais il y a des interrogations sur l'amour, sur les mariages arrangés ou les mariages d'amour. Il y a aussi une réflexion sur le poids de la société, le poids de l'entreprise dans la vie des Japonais, le poids de l'employeur qui est très présent. Et puis, après les turbulences qu'ont connues le pays, qu'ont pu connaître leur vie respective, il y a ce moment de sérénité qu'ils vont vivre ensemble. Ce livre est un livre de finesse, de délicatesse. Il y a une poésie de la langue. Il y a une volonté de transmettre aussi une part de la culture du Japon, du Yamato. C'est pas du grand romanesque, hein, c'est pas on parle peu, on raconte peu finalement, mais on laisse une trace, on laisse un signe. Et si j'ose un cliché pour terminer, je dirais que c'est un haïku romanesque. On entend des coups de sifflet. La locomotive à vapeur file en crachant des nuages de fumée noire. Après des heures dans le train, mon corps s'est accoutumé au bruit et au balancement. On est maintenant dans la préfecture Shizuoka, reconnue pour son thé. Devant la fenêtre, passent les champs de thé les uns après les autres. Le ciel est légèrement couvert. Les nuages blancs indiquent qu'il fera beau demain. On assistera bientôt à l'embrasement du soleil couchant. Je chante dans ma tête l'aka tambo que ma mère fredonnait. Le train approche de Hamamatsu, le plus grand centre de fabrication d'instruments de musique au Japon. Devant moi, il y a un garçon en uniforme de collégien noir. Il est plongé dans sa lecture. À côté de lui est assise une dame âgée et, à côté de moi, un monsieur aussi vieux. C'est un couple. Tous les trois sont montés à la station précédente. Le couple bavarde discrètement pour ne pas déranger le collégien. Ils parlent le japonais standard, sans doute des gens du Kanto où je vais m'installer. Je remarque que les aiguilles de ma montre sont arrêtées à 2h10. C'est la vieille montre de mon père. Elle fonctionne toujours bien, seulement j'oublie de la remonter. Je pourrais demander l'heure au couple, mais j'hésite car je suis gênée de parler avec mon accent du Kyushu. J'ai un peu froid aux pieds. Je tire mon manteau de printemps de l'étagère à filet et le mets sur mes genoux. Sans y penser, je tourne la tête vers le compartiment de l'autre côté. Il y a un homme, assis devant la fenêtre, et à son côté une femme entre deux âges. Celle-ci est assoupie et celui-là écrit sur une feuille en se servant de son porte-document. Malgré moi, je fixe l'homme.
Il porte une veste grise et une cravate bleu clair. Probablement un salarié en voyage d'affaires. Il semble au début de la trentaine. Sa physionomie posée m'attire. Il arrête sa main et soudain tourne la tête vers moi. Son regard s'immobilise. Gênée, je détourne les yeux. J'imagine qu'il tente de voir le paysage de mon côté. Encore des champs de thé. Au bout d'un court instant, je jette de nouveau un œil vers lui. Son regard est toujours fixé sur moi. Cette fois-ci, nous nous regardons longuement, sans ciller. J'oublie tous ceux qui existent autour de nous. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé ainsi. Enfin, je reviens à moi, je frissonne. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur me sourit légèrement, je baisse la tête. Mon corps est en feu. Le collégien reste plongé dans sa lecture. Je sors de mon sac un roman que ma tante m'avait envoyé peu après mon divorce. J'essaie de suivre les phrases, mais en vain. La présence de cet homme m'étourdit. Je tourne la tête vers le paysage qui ne m'intéresse plus. Je n'ose plus regarder de l'autre côté. Le vieux couple bavarde sans arrêt. J'entends le mari expliquer à sa femme que Hamamatsu n'est pas une ville très grande, mais qu'elle a été bombardée comme les grandes villes, Tokyo, Nagoya, Osaka. La femme lui demande pourquoi les Américains ont détruit une aussi petite ville. Le mari lui répond qu'il y avait près d'ici une base aérienne et que la ville fabriquait des armes. Il poursuit en disant que presque toute la ville a été détruite par 65 000 bombes incendiaires. La femme s'exclame: tant que ça, quelle horreur! Je les écoute, en songeant à ma ville natale, Fukuoka, qui a aussi été bombardée. Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les bombes incendiaires sur une centaine de villes. Malgré tout, on voit des chantiers de construction partout. Je pense aux paroles de mon voisin. Tout est politique. Tout est possible. Le train commence à ralentir. Dans quelques minutes, il arrivera à la gare de Hamamatsu. Beaucoup de gens descendront là-bas. À ma surprise, je souhaite que l'homme assis de l'autre côté ne soit pas parmi eux. Le vieux couple et le collégien se lèvent. Le couloir est déjà encombré de gens. Certains cherchent leurs bagages dans l'étagère à filets. Je l'aperçois entre les passagers. Il est en train de mettre son stylo dans la poche intérieure de sa veste. Ensuite, il ferme son porte-documents. Je suis déçue. Ah, il va descendre. Le train s'arrête. La file des voyageurs commence à avancer. Le vieux couple et le collégien ne sont plus là. J'observe le quai où s'étire une longue queue de voyageurs. Il y a beaucoup d'étudiants en uniforme noir. Lorsque je me retourne à nouveau vers le couloir, l'homme n'est plus là. Distraite, je pose mon regard sur le siège vide où il était assis. Bientôt, d'autres voyageurs entrent. Les 3 places dans mon compartiment sont tout de suite occupées. Au bout d'un moment, j'aperçois un morceau de papier à lettres sur le manteau couvrant mes genoux. Il est plié en 2. Intriguée, je le déplie. Là, 3 phrases courtes sont écrites, comme un haïku. Chaque caractère est grand, clair et carré. J'ai le souffle coupé. Je m'appelle Tsuyoshi Toda. J'ai le coup de foudre pour vous. Est-ce possible de vous revoir? C'est lui. Mes yeux sont rivés sur la 2e phrase. J'ai le coup de foudre pour vous. Mes mains tremblent. Il n'y a pas d'adresse, seulement un numéro de téléphone avec une note écrite en 4 lignes. C'est le numéro de ma compagnie. J'habite Tokyo. J'y serai de retour dans 2 jours. J'attendrai votre réponse positive. Une fois de plus, je tourne la tête vers le quai. Je le cherche des yeux, c'est trop tard. La plupart des gens ont déjà disparu dans les escaliers qui mènent aux sorties. Je replie le papier et le glisse dans mon sac, pendu en bandoulière à mon épaule. Je me répète, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour. Mon corps est brûlant. Le train se met à rouler lentement.